Attention, please. Kick this shit. Salut les complotards, moi c'est Babar. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va de nouveau étudier les pratiques un peu étranges des banques quand en fait elles sont en difficulté. Mais tout d'abord, hein, si vous aimez mon travail, ben, ce serait très gentil de faire le petit clic, le petit pouce, le petit j'aime hein, ou le petit abonnement. Vous pouvez me faire des commentaires pour m'insulter si ça vous fait plaisir hein. Et puis aussi je voudrais remercier chaleureusement tous les gens qui sont déjà abonnés à la chaîne hein, les gens qui mettent des likes et qui commentent régulièrement, et aussi mes donateurs hein, que je remercie énormément, qui me font des dons assez incroyables pour moi, mais vraiment je vous en remercie de tout mon cœur. Et donc, en fait, ça fait déjà la deuxième fois que je recommence cette vidéo parce que, comme un abruti, au lieu d'appuyer sur enregistrer, j'ai appuyé sur démarrer la caméra virtuelle. Hein, donc, par les chaleurs qui courent en ce moment où je tourne, c'est assez chiant avec la cagoule. Donc, on va quand même essayer de faire assez vite, mais assez précis. Hein. Et donc, on va revenir un petit peu sur la crise des banques américaines il y a 1 an et demi. Parce que, en fait, ça a révélé une pratique assez étrange que les banques font et qui en fait révèle une deuxième banque centrale aux États-Unis qui serait secrète. Et donc il faut se mettre à la place d'une banque hein, qui est en difficulté, donc une banque qui manque gravement de liquidité, hein, pas comme la Silicon Valley Bank ou toutes les banques qui sont tombées, hein, j'ai même envie de dire même comme Crédit Suisse. Bon, Crédit Suisse ne sera pas dans cette vidéo. Et la première chose pour trouver des liquidités, c'est que vous allez aller sur le marché interbancaire. Le seul problème, c'est que quand vos clients sont déjà en train de retirer leur argent parce qu'elles ont peur de votre bilan, forcément les autres banques en face, elles vont aussi avoir un peu peur de votre bilan et elles vont avoir plusieurs réticences à vous prêter des liquidités. Donc ensuite, la deuxième solution, c'est d'aller voir la banque centrale et de demander un prêt de liquidité en urgence. C'est ce qu'on appelle le taux d'escompte. D'accord ? En Europe, ça s'appelle le taux de prêt marginal, parce qu'en fait, comme on l'avait dit, il y a 3 taux directeurs. Le premier taux directeur, c'est le taux quand vous déposez de la monnaie de banque centrale sur votre compte MCA à la banque centrale, ou le compte DCA Tips comme on a déjà vu dans les autres vidéos. D'ailleurs, ça serait très important pour vous que vous voyez d'abord la vidéo sur le quantitative easing, ainsi que la vidéo où je dis que les banques centrales n'ont pas de pouvoir. Parce qu'en fait, on étudie des concepts qu'on va peut-être pas trop regarder dans cette vidéo, mais c'est quand même important de les savoir pour comprendre ces vidéos et les autres. Et je peux pas refaire tous les concepts à chaque fois dans chaque vidéo, parce que sinon je me retrouve tout le temps avec des vidéos de 3 heures, d'accord ? Donc le premier taux directeur, c'est le taux de dépôt sur le compte qu'une banque a à la banque centrale, d'accord ? Et qui est rémunéré en monnaie de banque centrale, bref. Le deuxième taux directeur, c'est le taux de refinancement. C'est la banque, forcément, au bout d'un moment, il faut quand même qu'elle emprunte de la monnaie de banque centrale, rien que pour mettre du cash en circulation. Même s'il faut ensuite une écriture comptable en monnaie commerciale pour pouvoir mettre ce cash dans l'économie réelle, mais rien que pour en avoir dans ses distributeurs, il faut bien qu'elle commande de la monnaie de banque centrale, et de toute façon elle est obligée d'avoir des réserves bancaires, c'est obligatoire, d'accord ? Donc, il faut bien qu'elle demande au bout d'un moment de la monnaie de banque centrale à la banque centrale, c'est ce qu'on appelle le taux de refinancement, donc ça c'est... Il n'y a pas de crise, simplement, voilà, elle veut des liquidités à la banque centrale et basta, elle fait un prêt.
Mais après, il y a le troisième taux directeur, qui est le taux de prêt marginal, et qui en général, ça c'est quand une banque elle est en difficulté et qu'elle a besoin de liquidité immédiatement. Et c'est toujours le taux le plus haut de la banque centrale, parce que comme c'est des trucs d'urgence, et ben forcément le taux est le plus haut, et comme d'habitude, eh ben, il faut quand même donner un collatéral pour avoir de la monnaie de banque centrale. C'est toujours pareil. Pareil pour le taux de refinancement, il faut donner un collatéral pour avoir de la monnaie de banque centrale, d'accord? Et ça, on a déjà vu dans les autres vidéos ce concept, comme quoi que pour chaque transaction entre banques ou même avec la banque centrale, quand on reçoit de l'argent ou des liquidités d'une banque ou de la banque centrale, en face, il faut toujours donner un collatéral. D'accord? Le seul problème, c'est que quand une banque elle est en difficulté et qu'elle demande un prêt d'escompte ou un prêt marginal à la banque centrale, eh ben, ça donne le signal à tout le marché que cette banque elle est en difficulté. Donc la banque, ok, elle va obtenir ses liquidités, mais elle se tire une balle dans le pied parce que ensuite tout le monde est au courant qu'elle est en difficulté, donc elle se retrouve comme une conne et encore moins de personnes veulent lui prêter des liquidités ensuite. Et puis, il y a le pire des cas, c'est le cas où la banque est complètement morte et tout ce qu'elle peut faire, c'est aller supplier à genoux la banque centrale et lui dire «Oh pitié, j'ai besoin d'un bail-out, s'il te plaît, il faut me sauver». Et là, ok, si la banque centrale va peut-être accepter de sauver la banque, mais grosso modo, c'est comme si la banque se mettait un flingue sur la tempe et qu'elle se suicide. C'est un suicide bancaire. Quand la banque fait ça, c'est un suicide bancaire. Et j'ai envie de dire que, comme j'ai dit, déjà quand elles viennent voir la banque centrale pour des liquidités d'urgence en escompte ou en prêt marginal, c'est déjà un demi-suicide. Donc, les banques cherchent d'autres moyens d'obtenir des liquidités sans que ça se voit. Et donc, bah, les banques américaines, depuis déjà les années 2000, elles ont trouvé un système. Et le système des banques américaines, hein, surtout depuis les années 2000, et on va dire la crise asiatique, eh ben, le voilà. Alors, souvent, comme on avait vu dans les vidéos, on a toujours dit que vers 2011, il y a quelque chose qui a changé dans le système monétaire et c'est surtout au niveau des collatéraux, c'est-à-dire que grosso modo, avant, sur le marché de l'euro-dollar, qui est la création monétaire offshore, c'est-à-dire qu'on crée de la monnaie en dehors de la juridiction de la banque centrale, sans que la banque centrale ne puisse faire quoi que ce soit et sans qu'elle soit au courant de ces transactions. Eh ben, avant, on demandait tout et n'importe quoi comme collatéral, et aujourd'hui, eh ben, on demande la dette des États. C'est d'ailleurs, on l'a souvent vu, et dernièrement, on l'a vu par exemple dans la vidéo où je vous dis que les monnaies ne perdent pas de valeur dans le temps, le dollar ne perd pas de valeur dans le temps, et on avait vu ça avec ce qu'avait dit Alain Madelin. Bref. Et en fait, avant 2011, on utilisait tout et n'importe quoi, d'où la crise des subprimes. Mais on remarque quand même que c'est peut-être depuis la crise asiatique qu'il y a vraiment quelque chose qui a quand même plus changé dans le système monétaire. Mais ça, c'est encore nos débats. Mais bref. Et donc, on voit que avant la bulle .com, donc ça, on parlera après de ce que c'est, d'accord? Et on voit que, en tout cas, c'est les prêts de la banque centrale secrète qui ont été faits dans le temps. D'accord? Donc jusque-là, on voit, bon, voilà, c'était toujours pareil. Et là, on voit, juste avant la bulle.com, paf, il y a tout plein de prêts qui sont faits. Et derrière, il y a une crise, il y a la crise de la bulle.com. Mais ce qu'on voit, c'est que ça redescend pas ensuite. C'est que petit à petit, ça continue de monter. Donc on voit que les banques ont besoin quand même toujours de liquidité, même s'il y avait eu un step. La crise, là, ça n'a rien calmé, d'accord? La crise de la bulle.com. Donc on voit que vraiment, en fait, 2008, c'est une crise qui en fait s'est déroulée pendant plus de 8 ans avant. Vous voyez ce que je veux dire?
c'est qu'il y a eu un problème et que ça a craqué au bout de 8 ans. Ça vous donne quand même un petit peu une idée à quel point le système monétaire est résilient. Bref. Et donc voilà, ça a monté et on arrive ici là à Q2 2007, hein, donc deuxième trimestre 2007 et paf, c'est parti sur la lune et on a la crise de 2007-2008 et puis ensuite voilà, et en plus Q2 c'est jusqu'au Q2 c'est 30 juin. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la crise de 2007 a démarré le 9 août 2007, comme on l'avait vu. Donc normalement, la crise, ils auraient déjà dû le mettre à partir de Q3, mais ils ont préféré le mettre à partir de Q4. Bon. Mais bref. Mais grosso modo, ça a déjà commencé à partir de Q3. Bref, la crise. Mais on voit que ça fait pouf, c'est parti sur la lune avant que la crise elle démarre, ça a encore continué et après ça a baissé. Donc on voit bien que les banques ont eu besoin de cette banque centrale secrète juste avant la crise. Et puis ensuite, bon, bah, c'est tombé. Et puis là, on a vu quelque chose qui était comme avant ici en 2004, 2002 et tout ça. On a vu de nouveau une petite montée. Après, bon, finalement, ça a commencé à descendre. Et juste quand il y a eu le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Pouf, c'est nouveau parti vite fait sur la Lune, d'accord? Et on a eu la crise. Et puis ensuite, bah, c'est retombé. Et juste avant la crise des banques américaines, hein, qui était en mars 2023, Q1 2022 jusqu'à Q1 2023, hein, donc justement, pendant un an, eh ben, c'est parti sur la Lune. Les banques, elles ont eu besoin de 4 fois plus de liquidités. Il y a eu 4 fois... le nombre de prêts a été multiplié par 4 en un an. Et après, on a eu la crise des banques américaines, hein, qui est pas indiquée là-dessus, parce qu'ils considèrent qu'on n'est pas en récession. Et depuis, ça dégonfle. D'accord? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est aussi pourquoi c'est tombé ensuite. C'est que forcément vous avez eu le BTFP, hein, qui était le programme grosso modo pour sauver les banques, hein, le programme de la Fed, pour sauver les banques américaines. Hein. D'ailleurs on voit justement en mars 2023 où on donnait des liquidités contre des collatéraux. En fait c'est toujours pareil, il y a 12 000 programmes mais ça correspond toujours à la même chose. Et on voit que pouf, tout ça c'est parti sur la Lune et que en fait ici... en fait, on a pratiquement assez descendu de 800 000 à 542, donc on a 250 de différence. Et ouais, pratiquement. Hein. En fait, le montant du BTFP, c'est pratiquement la descente de ça. Donc ça, il faut quand même bien le comprendre, d'accord? Mais donc on voit que avec ce graphe, pardon, on peut très bien voir quand les banques américaines sont en difficulté, d'accord? Le seul truc, c'est que comme on voit, le BTFP a cessé d'accorder de nouveaux prêts le 11 mars 2024, donc il y a moins de 6 mois. Donc, va falloir voir ce qui va se passer avec les banques. Mais alors, vous allez me dire, mais c'est quoi cette banque centrale secrète, Babar qui c'est qui donne des liquidités comme ça, en plus de la banque centrale? Eh ben, c'est ce qu'on appelle la Federal Home Loan Bank. Ce qu'on traduit en français, la Banque fédérale des prêts immobiliers. Alors vous allez me dire, ouais mais Babar, ça a pas l'air d'avoir quelque chose à voir. Eh ben en fait si, parce que la BTFP, on va voir vite fait quelques trucs. Donc, les banques fédérales de prêts immobiliers, hein, FHL Bank, blabla, sont 11 banques parrainées par le gouvernement américain qui fournissent des liquidités aux institutions financières pour soutenir le financement du logement et l'investissement communautaire. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette FHLB, elle vend des obligations, hein, comme un État ou comme une entreprise, et c'est comme ça qu'elle reçoit des liquidités qu'elle reprête, d'accord? La FHLB ne crée pas de liquidités comme la Banque centrale. Elle ne fait que reprêter des liquidités qu'elle a reçues, d'accord? Donc on dit le système FHL Bank a été fondé par le Congrès en 1932 pendant la Grande Dépression. Sa mission première est de fournir aux institutions financières membres
des produits services financiers qui aident et améliorent le financement du logement et des prêts communautaires. Les 11 FHL Bank sont toutes structurées comme des coopératives détenues et régies par leurs institutions financières membres qui comprennent aujourd'hui des associations d'épargne et de crédit, des banques commerciales, des coopératives de crédit et des compagnies d'assurance. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 11 FHL Bank sont indépendantes des unes des autres. Elles représentent une sorte de lobby comme ça, mais chacune d'entre elles, même s'il y a une trame commune, chacune d'entre elles a quand même quelque part ses propres règles. C'est-à-dire que quand elle donne un prêt, il faut donner un collatéral en face comme d'habitude, et les conditions auxquelles elles reprennent le collatéral sont différentes d'une FHLB à l'autre, d'accord? Elles ont chacune un petit peu leurs propres règles, d'accord? Donc un petit peu d'histoire quand même. À la suite de la Grande Dépression, les FHL Bank ont été créés par le Federal Home Loan Bank Board conformément à la loi fédérale Home Loan Bank de 1932, donc c'est pas vieux. Au début, les FHL Bank accordaient des prêts directs aux propriétaires, mais ont transféré cette responsabilité à la Home Owner Loan Bank lors de sa création l'année suivante. À la suite de la crise des caisses d'épargne et de prêts dans les années 80, la loi 89 sur la réforme, le redressement, l'application financière, blablabla. Ouais, tout ça on s'en fout. Ouais, bref, tout ça on s'en fout. C'est pas important. Mais il faut juste voir que c'est depuis 1932. Et donc, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que vous êtes une banque en difficulté. Et sur le prêt interbancaire, vous avez du mal à trouver des liquidités. Ou à un taux intéressant, en tout cas. Parce que tout le monde se méfie de vous, d'accord ? Parce qu'en général, les banques peuvent quand même se prêter de l'argent entre elles. C'est simplement qu'au bout d'un moment, on va vous facturer ça avec 10% d'intérêt, 20%, 30% en fonction du risque. Et comme vous le voyez, les FHLB accordent des prêts à des taux très bas. Là, faudrait que, parce qu'en fait, c'est pas sur cet ordinateur que j'ai fait ces recherches, c'est sur l'autre. Faudrait que je retrouve de nouveau en post-production les taux d'intérêt. Mais grosso modo, on était à moins de 5% d'intérêt les prêts d'une FHLB, alors qu'en ce moment, les prêts de la Fed, c'est à 5,25 ou 5,5%, un truc comme ça. D'accord? Donc, c'est des prêts à des taux très très bas. D'accord? Et donc, vous êtes une banque, le marché interbancaire, tout le monde se méfie de vous, donc ça va pas, et vous voulez pas aller pleurer à la banque centrale parce que vous savez que vous vous flinguez. Donc, il faut trouver un autre moyen pour garder la confiance du marché tout en trouvant des liquidités d'urgence. Eh ben, vous allez à la FHLB et vous demandez un prêt. Et vous dites aux autres, non, moi je manque pas de liquidité, en fait je fais simplement un prêt hypothécaire. Et voilà, et vous êtes blanc comme neige. C'est grosso modo la magouille qui est utilisée par les banques américaines pour avoir les mains blanches tout en se sauvant par une crise de liquidité. C'est ce qui explique justement ce graphe. À chaque fois que les banques sont en difficulté, plutôt que d'aller voir la Fed et de se tirer une balle dans le pied, elles vont voir la FHLB. Le seul problème de la FHLB, c'est que la FHLB est une institution qui est extrêmement dure et rigoureuse. C'est-à-dire que la FHLB, si une banque coule, la FHLB est remboursée avant tous les autres créanciers. Le premier qui reçoit de l'argent, c'est la FHLB, parce que comme elle a un statut spécial, vu qu'elle est parrainée par le gouvernement, dès qu'il y a un problème, c'est la première à être remboursée. Le deuxième truc, c'est que les conditions de prêt sont extrêmement strictes. C'est-à-dire que, souvenez-vous, on avait vu l'histoire de la décote des actifs dans toutes les autres vidéos, où par exemple, si vous prenez un bon au trésor français qui doit être remboursé en moins de 1 an,
Eh ben, en tant que collatéral, il a une décote de 0,5%, c'est-à-dire qu'un bon au trésor français qui doit être remboursé au bout de 1 an et qui a une valeur de 100 euros, en tant que collatéral, il permettra seulement d'avoir 99,5 euros de liquidité. D'accord ? Donc ça, c'est la collatéralisation normale. Par contre, l'Italie, vu qu'elle est triple B+, elle tombait forcément dans le palier inférieur. Et là, la décote était de 5,5%. C'est-à-dire que un bon au trésor italien moins de 1 an, il ne vaut que 94,5 euros en tant que collatéral. D'accord ? Et donc là, on a la FHLB de Boston, d'accord ? Avec ce qui demande comme collatéral. Et donc on a depository et non depository not in stay risk state, d'accord. Donc ce qu'il faut savoir sur le terme stay risk state, c'est que en fait, donc state c'est si le demandeur de prêt est dans cette case là. Donc le stay risk, c'est le fait que, en fait, quand une institution coule, une entreprise ou quoi, eh ben, c'est le tribunal qui doit la déclarer en faillite, d'accord? Sauf que pendant que le tribunal est en train de faire son travail pour la déclarer en faillite, les créanciers ne peuvent pas être remboursés. C'est une loi américaine qui fait ça. Et je connais pas tout le droit américain, mais bref. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le droit américain, tant que le tribunal n'a pas dit que les créanciers peuvent récupérer l'argent, et tant que le tribunal n'a pas dit que l'entreprise ou l'institution est en faillite, les créanciers ne peuvent rien récupérer, d'accord ? Et justement, quand je dis que le tribunal peut déclarer que les créanciers peuvent prendre l'argent, c'est quand le tribunal décide de ça avant d'avoir fini son travail et d'avoir déclaré l'institution en faillite, d'accord? L'entité en faillite. Donc le tribunal, en général, s'il dit que non, bah ça va jusqu'au bout. Et une fois qu'il a déclaré que c'est en faillite, les créanciers peuvent prendre ce qu'ils ont à prendre. Mais les créanciers peuvent demander au tribunal qui déclare qu'ils peuvent déjà prendre quelque chose avant d'être déclaré en faillite. Et ça, c'est le tribunal qui décide oui ou non. Mais bref, mais c'est ça le stay risk, d'accord? Donc forcément, quand vous êtes un créancier et l'entité qui vous doit de l'argent est en faillite et vous pouvez pas prendre tout de suite l'argent, et ben ça fait chier. Donc là, imaginez, même si vous n'êtes pas dans un risque de faillite et de ce truc-là, et ben même si vous donnez la US Government and Agency Security, d'accord? Donc même si vous donnez un bon au trésor, par exemple, de 4 semaines, c'est vraiment bon trésor le plus sûr possible, eh ben, vous allez vous prendre une décote de 2%. Vous imaginez, la décote va être 2 fois supérieure à une décote standard du système bancaire. Donc on est vraiment surcollatérisé, d'accord? Et si par exemple vous êtes dans le stay risk, eh ben là c'est carrément 10%. Vous imaginez, c'est 20 fois la décote des actifs normales. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que les conditions pour avoir un prêt de la FHLB sont très dures. Mais comme la FHLB est toujours sûre de récupérer son argent, elle donne facilement des prêts. Vous voyez, c'est un peu contradictoire, mais il faut bien le comprendre. Quand vous êtes la FHLB, vu que vous êtes sûr d'avoir de l'argent, de récupérer votre argent, et vu que votre but, vu que vous êtes quand même une entité privée, c'est de faire de l'argent, forcément vous allez prêter à n'importe qui à condition qu'il respecte les conditions dures de collatéralisation et compagnie. Et quand vous êtes une banque, allez voir la FHLB, vous savez que vous allez vous couper une main. Mais vous ne tirez pas une balle dans la tête, c'est toujours mieux que rien. Et ça vous permet toujours de garder une certaine image, et comme on le sait, la psychologie, c'est ce qui est le plus important en économie. Donc, c'est pour ça que les banques vont quand même voir plutôt la FHLB que la Fed, malgré toutes ces conditions difficiles. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions des FHLB sont
tellement strict et dur, c'est qu'il y a bien écrit ici que depuis 1932, aucune FHL Bank n'a perdu d'argent sur les crédits et les avances qu'elle a donnés. D'accord ? Depuis 1932, ça fait 100 ans que la FHLB, elle fait des crédits et elle n'a jamais perdu un seul dollar. Ça vous donne un peu quand même une idée, hein. Et ce truc-là, il date quand même du 22 mars 2024, donc c'est pas un truc qui date de 40 ans, hein. Et donc, justement, on nous explique quand même ça vite fait sur Wikipédia, hein. Les 11 FHL Bank sont des coopératives privées indépendantes qui fournissent des liquidités à la demande sous forme de prêts appelés avances à 6800 institutions financièrement qui répondent à des exigences de crédit strictes et fournissent et maintiennent des garanties adéquates. En 2023, quelques banques membres exposées au secteur des crypto-monnaies, Silvergate, Signature Bank, Metropolitan Bank, machin chose, ont reçu des prêts FHLB en réponse à une ruée sur les retraits des dépôts. Ces milliards de prêts n'étaient pas liés aux prêts hypothécaires. Certains ont critiqué ces pratiques de prêts. Selon Bloomberg Business, Michael Bright, directeur général du groupe commercial structurel, blablabla, et ancien directeur par intérim de la gouvernement, blablabla, qui est aussi un truc de... Bref, on s'en fout. C'est aussi, pareil, c'est un truc comme la FHLB, mais c'est différent de la FHLB. On va pas aborder ce sujet aujourd'hui, mais bref, et on s'en fout. C'est une étrange ironie, de nombreuses banques ont accès au FHLB, mais n'utilisent pas les avances pour la liquidité des prêts hypothécaires. D'autres experts bancaires, comme Mark T. Williams de l'université de Boston, dans le Financial Times, soulignent le rôle important de la liquidité à la demande et d'amortisseur que jouent les FHLB en tant que crise financière. Il soutient que les paniques bancaires de mars 2023 auraient été plus prononcées si ces prêts n'avaient pas été disponibles. Et je suis absolument d'accord avec ça. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, l'État américain se retrouve comme un con, parce qu'en fait, on a une agence, la FHLB, qui n'est pas censée faire ça, mais qui le fait quand même, et ça sauve quand même le système bancaire, alors qu'en fait, ça devrait être la Fed. Le seul problème, c'est que quand vous allez voir la Fed, vous êtes stigmatisé et vous êtes rejeté ensuite par le système bancaire. Donc, le problème aujourd'hui pour l'État américain, c'est... Est-ce qu'on laisse ce système comme il est, alors qu'en fait, on sait que c'est un peu pourri quand même, ou est-ce qu'on le réforme, et si on le réforme, comment est-ce qu'on fait? Donc ensuite, on est sur le site de BNP Paribas, études économiques, c'est très intéressant d'ailleurs, où il parle justement de la FHLB. C'est un document quand même très récent, puisqu'il date du 18 janvier 2024, et ils disent... Prêteur d'avant-dernier ressort, un habitat est trop grand pour les Federal Home Loan Bank. Et donc ils nous disent, en marge des questions relatives à la réglementation et à la supervision bancaire, le rôle joué par les FHLB en amont de la ruée bancaire du printemps 2023 est âprement discuté. Comme je vous ai dit, ça pose problème. Désireux de corriger les distorsions associées à leur statut et de recentrer les FHLB sur leur mission première, leur régulateur, la FHFA, a proposé plusieurs pistes de réforme. Entraver la capacité des FHLB à soutenir la liquidité des banques pourrait toutefois avoir des effets importants sur les marchés monétaires et accroître structurellement les besoins des banques en monnaie centrale. Parce que si les banques ne peuvent plus avoir accès à la FHLB, forcément elles vont avoir besoin de plus de liquidité à la banque centrale. Et comme on avait vu dans le document du FMI et de la Banque d'Angleterre, on a bien vu que les banques centrales ne contrôlent pas la quantité de monnaie de banque centrale des réserves bancaires en circulation. Elles ne sont là que pour en donner, d'accord ? Et donc on nous dit aussi, les FHLB forment un réseau de 11 coopératives de crédit privées, blablabla, en 1932, après la Grande Dépression. Leur principale mission consiste à soutenir le financement du marché immobilier résidentiel par le prêt de prêts sécurisés ou advance à taux modéré aux établissements membres de leur réseau.
Leur utilité comme vecteur de soutien à la liquidité des banques, en particulier celles de taille modeste n'ayant pas ou peu d'accès au marché de capitaux, n'est pas remise en cause. La FHFA déplore toutefois que les FHLB aient endossé en amont de la ruée bancaire de mars 2023, comme à l'orée de la grande crise financière de 2008, parce que comme on a vu, ça l'avait déjà fait, un habit taillé bien trop grand pour elles, celui de prêteur d'avant-dernier ressort. Le triplement des advances entre mars 2022 et mars 2023, c'est même le quadruple, aurait ainsi partiellement bénéficié à des banques quasi illiquides et parfois très éloignées du marché hypothécaire. La FHFA a proposé plusieurs pistes de réforme visant notamment à recentrer les FHLB sur leur mission première, à mieux évaluer la situation financière de leurs emprunteurs ou encore à limiter leurs appels au marché. Donc ça, on s'en fout, bref. Et donc, un aléa moral néfaste à la discipline de marché. Il est reproché au FHLB d'avoir, en 2022 comme en 2007, maintenu à flot des banques en grande difficulté financière, d'avoir ensuite empêché la Fed de jouer pleinement son rôle de prêteur en dernier ressort et, in fine, d'avoir alourdi le coût des faillites bancaires. Voilà, ouais, parce que forcément... ce qu'il faut savoir, c'est que le problème, c'est que la Fed n'a pas pu faire son boulot de fournir des liquidités. C'est les FHLB, elles ont maintenu en vie des banques qui auraient déjà dû faire faillite. Et le problème, c'est que le trou s'est encore plus creusé. Et derrière, aux États-Unis comme en Europe, on nous dit oui, les comptes sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Bon, le problème c'est qu'il n'y a que le fonds de garantie ne fait que 7 milliards. Donc si vous divisez par le nombre de Français, incluant les bébés, parce que souvent il y a des bébés qui ont déjà des comptes bancaires. Moi j'étais tout bébé quand j'ai eu mon compte bancaire, bref. Donc si vous... Et souvent il y a même des Français, moi par exemple, qui ai plusieurs comptes bancaires, d'accord ? Mais si vous prenez divisé par le nombre de Français en comptant les bébés, j'avais calculé l'autre fois, ça faisait que 113 euros par Français. Donc on est loin des 100 000 euros. En fait, grosso modo, le fonds de garantie pourrait proposer que 100 000 euros à 600 000 Français. Je dis ça, je dis rien, bref. Mais donc, ce que je voulais dire par là, c'est que comme... les FHLB ont maintenu artificiellement en vie des banques qui devaient faire faillite. Et vu que le trou était encore plus profond, le fonds de garantie aux États-Unis a dû payer encore plus cher pour rembourser les gens. Voilà, c'est ça le problème. De fait, les prêts garantis que les FHLB octroient à leurs membres sont non seulement surcollatéralisés, donc c'est ce que je vous ai dit avant avec les 98% d'accord, mais bénéficie de surcroît d'un rang de remboursement supérieur à celui de toute autre créance blanquette-lien, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, les FHLB sont remboursés en premier avant tous les autres créanciers quand la banque elle coule. L'aléa moral qui en découle les désincite à s'assurer de la bonne santé de leur emprunteur, puisqu'en cas de faillite de l'un d'entre eux, elles sont intégralement remboursées. Donc, oui, c'est ce que je vous ai expliqué. Et en même temps, vu qu'elles veulent faire de l'argent, puisque c'est une institution privée, elles prêtent à qui veut l'entendre. Il expose en revanche à l'Agence fédérale de garantie des dépôts à des coûts accrus en cas de mise en résolution d'une banque. C'est ce que je vous ai dit avant, c'est que le fonds de garantie des dépôts, lui, prend un coup. Certains déplorent que ce manque de précaution ait pu encourager certaines banques emprunteuses à une prise de risque excessive, retarder la révélation dès 2022 des difficultés de refinancement de certaines banques qui, en mars 2023, empêchaient la mise en place d'un prêt d'urgence de la Fed qui aurait permis à procéder à une résolution plus ordonnée. À défaut de modifier les caractéristiques intrinsèques des advances, la FHFA recommande aux FHLB de collaborer plus étroitement avec les superviseurs bancaires afin de mieux évaluer la situation financière de leurs emprunteurs. Oui, mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est une recommandation. À votre avis, que va faire la FHLB si on leur recommande simplement de faire quelque chose ? Moi, je vais vous le dire tout de suite, ils vont s'asseoir dessus, ils vont continuer à vouloir faire de l'argent, ça paraît logique.
Donc vite fait, on va voir ça vite fait, le traitement très favorable que la réglementation bancaire accorde aux titres de dette émis par les FHLB et aux prêts sécurisés qu'elles accordent leur confère de facto un rôle unique parmi les acteurs privés et incite les banques à y faire appel. Ça paraît logique. Les FHLB partagent en effet le même statut que Fannie Mae et Freddie Mac, les deux grandes agences de refinancement hypothécaire de gouvernement. Bref, enfin c'est toujours pareil. Elle bénéficie à ce titre de la garantie effective du Trésor américain, blablabla. Cette garantie leur offre plusieurs avantages. D'abord, elle leur permet de se financer à des taux modérés proches du taux d'emprunt de l'État fédéral. Elle assure ensuite une large base d'investisseurs, blablabla, blablabla, blablabla. Bref, on s'en fout du reste. Mais la première partie était un petit peu importante pour que vous voyez que je vous raconte pas n'importe quoi sur leur statut. La stigmatisation associée au guichet d'urgence de la Fed. C'est ce que je vous ai dit, quand une banque est en difficulté, si elle veut voir la Fed, elle se tire une balle dans la tête. La FHFA entend établir une distinction claire entre le rôle des FHLB qui, par le pied de leurs prêts garantis, répondent aux besoins de financement des banques à travers le cycle, et celui de la Fed qui peut fournir un financement d'urgence aux institutions financières confrontées à un besoin immédiat et important de liquidité. En pratique, les liquidités fournies ne sont pas de même nature. La Banque centrale crée de la monnaie de banque centrale ex nihilo qu'elle prête aux banques, tandis que le FHLB, via les advances, prête les ressources, la monnaie secondaire qu'elle lève sur le marché. Sauf que dans les deux cas, même la Banque centrale, c'est pas, elle crée à partir de rien, elle reçoit quand même un collatéral pour ensuite créer de la monnaie de banque centrale qu'elle donne, d'accord ? Donc oui, elle crée de la monnaie à partir de rien, mais elle ne crée pas de la monnaie contre rien. C'est ça, c'est en fait souvent c'est comme ça que vos économistes préférés font aussi pas mal de magouilles. C'est qu'ils parlent de création de monétaire à partir de rien, mais ils ne vous disent jamais création monétaire contre rien. D'accord? Ça peut être à partir de rien, mais contre quelque chose, d'accord? Et ça, c'est pas la même chose que créer à partir de rien contre rien. D'accord? Ça c'est pour bien arnaquer les gens quand tu veux vendre des lettres d'investissement à la con, d'accord? Or, la capacité des investisseurs à absorber leurs émissions sur une courte période de temps est limitée, en particulier lorsqu'elles sont volumineuses et qu'elles interviennent en fin de journée lorsque les marchés de dette se ferment. La FHFA recommande au FHLB d'une part de s'assurer que leurs principaux emprunteurs ont pris les dispositions nécessaires pour utiliser la fenêtre d'escompte de la Fed en cas d'urgence et d'autre part de nouer des accords avec les réserves fédérales régionales afin de permettre un transfert rapide des collatéraux aux prépositionnés. C'est toujours pareil, c'est une recommandation, c'est de dire au FHLB, oui, quand quelqu'un veut de la liquidité chez vous, allez voir si ils sont allés voir la Fed pour avoir un prêt d'escompte en cas d'urgence. Et après justement, et qui doivent justement nouer des liens, que la FHLB doit nouer des liens avec la réserve fédérale régionale pour permettre un transfert rapide des collatéraux qu'ils ont reçus. D'accord? C'est que en fait, voilà, toujours pareil, c'est des recommandations, hein. C'est, voilà, tu dis au FHLB, voilà, il faut que tu te mettes en contact avec les Fed régionales. Comme ça, s'il y a un problème, tu leur envoies tout de suite tes collatéraux et eux, ils donnent de l'argent aux banques en difficulté. Mais, j'ai envie de vous dire, est-ce que les FHLB comment est-ce que vous voulez que les FHLB ils s'assurent que leurs emprunteurs sont en difficulté et qu'ils ont déjà pris les dispositions pour aller voir la Fed? Voilà, c'est comme tout, ça va être compliqué tout ça. C'est juste du blabla. Comme les enquêtes et les épisodes de stress ont révélé, la stigmatisation associée au guichet d'urgence de la Fed décourage toutefois largement les grandes banques à y faire appel, de sorte que les advances des FHLB apparaissent comme une alternative certes imparfaite mais opportune. C'est ce que je vous ai dit. Et donc là, ils vous disent grosso modo que voilà, sécher le marché des fonds fédéraux et que les FHLB sont ceux qui prêtent le plus des fonds fédéraux, c'est-à-dire des réserves bancaires, d'accord? Parce qu'en fait, ça pose aussi un problème.
Parce qu'en fait, si maintenant ils disent les FHLB, vous ne prêtez plus d'argent, d'accord, vous ne prêtez plus de liquidité, ça veut dire que les banques vont devoir justement aller voir la Fed pour demander de la monnaie de banque centrale. Or, cette monnaie de banque centrale est accordée contre un collatéral. Donc, plus la Fed accorde de monnaie de banque centrale et plus elle reçoit de collatéraux, et plus son bilan augmente. Sauf que le problème, c'est que la Fed essaye de réduire son bilan. Donc, en fait, ils se retrouvent comme des cons que si ils veulent dégager les FHLB de ce système imparfait, et ben en fait, les banques vont se retrouver comme des connes, parce qu'en fait, non, la banque centrale va se retrouver comme une conne, parce qu'en fait, elle veut réduire son bilan, mais dans le même temps, elle va devoir fournir plus de liquidités et obtenir plus de collatéraux, ce qui va augmenter son bilan. Et donc, bah, là, il se retrouve dans un dilemme complètement con. En fait, dans toutes les manières, ils se retrouvent comme des cons, là. Donc justement, il disait que l'effet pourrait être particulièrement perceptible sur le marché des fonds fédéraux. Certes, depuis 2008, pour diverses raisons, les volumes échangés sur ce marché sont relativement modestes. Les FHLB y occupent toutefois une place prépondérante en qualité de prêteur. Si les succursales américaines de banques étrangères constituent traditionnellement les principaux emprunteurs, les banques américaines ont tendance à y recourir plus largement lorsque la monnaie centrale se raréfie. Ce fut le cas en particulier des banques régionales à la fin 2018. Plusieurs manifestations de tensions provoquées par le resserrement quantitatif de la Fed engagé en novembre 2017, puisque la Fed, elle avait déjà fait, entre les QE, elle avait fait du QT. QT, c'est justement réduire son bilan, d'accord ? C'est le contraire de quantitative easing. D'ailleurs, d'après l'enquête de novembre 2022 de la Fed, auprès des trésoriers de banques, plus de 70% des banques américaines interrogées et près de 90% des succursales étrangères jugeaient probable, voire très probable, un emprunt sur le marché des fonds fédéraux pour reconstituer ou maintenir au niveau désiré leur matelas de réserve en monnaie de banque centrale. Contrarier l'offre de fonds fédéraux des FHLB assècherait non seulement le marché, mais dégraderait de surcroît la pertinence déjà assez faible du taux effectif des fonds fédéraux comme indicateur de la transmission de la politique monétaire. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que moi, je vous ai toujours dit que comme déjà dit Janet Yellen, là où la Fed, où les banques centrales mettent les taux, ça n'a aucune importance, et que la politique monétaire, c'est que du blabla, c'est que des mots. Et ce qu'elle nous a dit. Donc ce qui est marrant, c'est qu'ils nous disent bien que les taux des fonds fédéraux, la pertinence est déjà assez faible. Vous dites-vous bien que c'est comme la BNP qui vous dit ça, hein, donc comme quoi je vous dis pas de conneries. Hein. C'est ce que je vous dis, c'est ce que pensent les banques. Et il y a un autre truc aussi à comprendre là-dedans, c'est qu'on vous dit oui, on a fait de la planche à billets, blablabla. Or, on voit bien que même en monnaie de banque centrale, on a quand même des problèmes de liquidité malgré tous les quantitatifs easing qu'on a fait, blablabla. Il y a des gros problèmes de liquidité. Et donc les mecs qui vous parlent de planche à billets, ils voient des trucs comme ça et puis ils continuent à vous parler de planche à billets. Je dis ça, je dis rien. Et donc grosso modo là, ils nous disent leur gonflement au mois de décembre 2018 et 2023 à la veille des deux épisodes de tension intense sur la liquidité, bien que de nature différente, suggère en outre qu'ils constituent des indicateurs avancés pertinents. C'est ce que je vous ai dit, c'est pour ça que ça c'est très important à revoir pour savoir où en sont les banques américaines. Et donc c'est ce que je vous ai dit avant. Certes, certaines propositions de réforme nécessiteront probablement un vote du Congrès, que les échéances électorales de cet automne pourraient décaler dans le temps, donc les présidentielles 2024. Pour autant, l'anticipation d'une moindre disponibilité des prêts garantis des FHLB risque d'inciter les banques à accroître par précaution leur demande structurelle de réserve bancaire en monnaie de banque centrale et donc de contrarier le programme de réduction du bilan de la Fed. C'est ce que je vous ai dit juste avant. La demande
de monnaie centrale des banques est certes principalement déterminé par les exigences relatives au stress test de liquidité et par les besoins liés aux règlements et paiements anticipés. Toutefois, d'après l'enquête de mai 2023 de la Fed, plus de 57% des banques américaines considéraient leur capacité à mobiliser des actifs non HQLA, donc c'est des actifs de haute qualité et liquides, bref, pour se fournir en liquidité, comme un facteur important, voire très important, du niveau minimum de réserve désiré, niveau en deçà duquel elles envisagent de prendre des mesures correctrices. En comparaison, seuls 26% des banques interrogées jugeaient l'accès à la fenêtre d'escompte, donc le prêt d'urgence de la Fed, ou à la facilité de mise en pension de la Fed comme un facteur important ou très important. Donc il n'y a que un quart des banques qui trouvent que aller voir la banque centrale en cas de difficulté, c'est important. Ça vous donne un peu une idée des banques. Plus de 90% des banques américaines interrogées et 100% des succursales de banques étrangères considéraient par ailleurs comme probable, voire très probable, de solliciter des advances de la DFHLB pour reconstituer ou maintenir au niveau désiré leur matelas de réserve en monnaie de banque centrale, alors que 74% des banques jugeaient le recours à la fenêtre d'escompte comme très improbable. Donc, quand je vous ai fait la vidéo sur le fait que les banques centrales n'ont aucun pouvoir, c'est encore une preuve. Les banques ne veulent pas, les trois quarts des banques ne veulent pas aller voir la banque centrale en cas de difficulté. Elles préfèrent aller voir une autre entité qui n'a rien à voir avec la banque centrale pour obtenir des liquidités. Et donc après, voilà, c'est tout. Blablabla, bla bla bla, tout ça, toutes les références. Et donc c'est un article de la jolie Céline Choulet. Comme quoi, dans les banques, il y a des gens quand même un peu plus compétents que les grands chefs des banques centrales. En fait, vous avez des gens compétents dans les banques normales. Et vous avez des gens compétents dans les banques centrales, mais comme je vous ai dit, c'est celles qui sont dans le milieu. Parce que celles dans les banques centrales qui sont tout en bas, elles savent pas grand chose comme votre banquier au guichet. Et les mecs tout en haut, ils ont un gros melon et ils comprennent rien de ce qui se passe. Il n'y a que les mecs au milieu qui comprennent. Et je pense que dans les banques, c'est aussi un petit peu ça. Et donc, par rapport à tout ça, il y avait ce tableau sur Twitter dont les chiffres me sont plutôt bons et qui justement montrait un petit peu l'exposition des banques face à la FHLB. Et donc on voyait bien Signature Bank, Silicon Valley Bank et First Republic étaient dedans et ont coulé, d'accord. Et donc lui, je sais pas qui c'est, je connais pas plus que ça, il nous parle de Charles Schwab. Et je suis d'accord. Il nous parle aussi de USAA, parce qu'en fait, maintenant, ce qui est important, ce serait de voir quelles sont les banques qui sont en grande difficulté, d'accord, pour voir un petit peu qu'est-ce qui risque de se passer. Surtout, là, on est le 11 août, on a eu un petit peu le tremblement chinois, blablabla. Mais je sais pas, la vidéo elle sortira peut-être dans 1 ou 2 mois comme ça, je sais pas ce qui peut se passer entre, mais vu que les États-Unis sont en récession et que il y en a même plus une déflation en juillet, je sais pas si on a les derniers chiffres de juillet. Là on n'a pas les nouveaux chiffres, on a encore ceux de juin 2024 où on a moins 0,1, donc on voit bien que les banques américaines, forcément, ça va pas leur faire plaisir. D'accord? Donc, mais ce tableau, il date quand même, il a un petit peu de temps, il est 22 août 2023, donc il date d'il y a 1 an. D'accord? Il y a quand même des choses qui ont changé, puisque on a bien vu que ça a chuté. D'accord? Voilà. Mais maintenant, on va essayer de voir quand même quelles sont les banques qui sont en difficulté. Alors on va pas, moi j'ai fait personnellement le boulot tout seul sur les 11 FHL banques. On va pas regarder tous les rapports des FHL banques, sinon on en a pour 2 heures. Mais c'est les banques que moi j'estime les plus en danger. Maintenant, par rapport à ça, maintenant il peut y en avoir d'autres qui coulent. Je suis pas Merlin l'Enchanteur, d'accord ?
Bref, mais on retrouve toujours Charles Schwab. Alors, ils nous disent quand même ici que justement, donc là on est sur la FHLB de San Francisco, d'accord? Et donc ils nous disent que grosso modo ça a quand même baissé parce que les advances, le nombre des advances ont baissé, hein, comme on le voit dans le tableau ici, d'accord? Parce que ça c'est l'ensemble des FHLB, d'accord? Là on est juste à San Francisco puisqu'il y en a 11 des FHLB. Et ils nous disent que ça a baissé principalement à cause de voilà, Comerica Bank et Charles Schwab, d'accord? Mais Charles Schwab a toujours d'énormes advances, d'accord? Il est toujours à 33% de toutes les advances. Et comme on avait vu dans ce tableau, Charles Schwab, ça va pas très bien, d'accord? Donc ça, c'en est une qui est en risque et ça fait un moment que je la surveille, d'accord? Même avant que je fasse cette vidéo, ouais, ça fait plus de ouais, ça doit faire peut-être un an que je la surveille, mais je la surveille depuis longtemps. Une autre que je surveille, c'est USAA. Alors, là, il n'y a pas... bon, il y a quand même 8,6, c'est pas le pire des trucs. Là, on voit que... il y a quand même quelque chose, ça a quand même forcément baissé, d'accord? Mais USAA, pour moi, est pas sauvé, surtout qu'il y a d'autres problèmes, là. On a... traduire, donc, justement, on a ce truc-là. USAA versera 64,2 millions de dollars à des militaires dans le cadre d'un règlement concernant des frais bancaires et des intérêts abusifs. Donc on voit bien que c'est une banque qui fait un petit peu n'importe quoi. Et bon, Charles Schwab, quand on regarde les actions, bon, ça veut pas dire non plus grand chose, mais bon, alors là, ça a quand même baissé, ça c'était à cause du truc du Japon, ça a remonté, parce que quelque part ils améliorent leur situation, mais j'ai envie de vous dire qu'ils sont pas sauvés, d'accord? Oui, j'avais aussi vu ça parce qu'en fait, il y a une banque que je mets en guillemets à voir, c'est la Wells Fargo. Là, j'ai plus le truc de leurs advances, mais Wells Fargo, ils sont au milieu, ils sont ni bons ni mauvais, mais à surveiller quand même. Et surtout, on sait que Wells Fargo, c'est une banque de brigands. Hein, voilà, on sait qu'ils n'ont pas forcément des super pratiques. Et là, donc, fraude au paiement, les pratiques des grandes banques américaines remises en question. Alors que les arnaques prolifèrent sur la plateforme de paiement particulier Zelle, les autorités américaines examinent les principales banques du pays. Comment les banques du pays gèrent cette menace grandissante. Le secteur est régulièrement accusé de ne pas en faire assez pour protéger les consommateurs face à ce fléau. Et donc, voilà, donc créé en 2017, hein, ce système est la propriété d'un consortium, hein, donc JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, et donc ça représente 70% des transactions. Et donc là, on voit d'autres trucs, hein, salariés qui trichent, arnaque des clients, blablabla. Wells Fargo, il y a toujours des problèmes avec Wells Fargo. Mais comme c'est une banque de brigands, je suis à moitié inquiet parce qu'en fait, quelque part, ils retombent toujours sur leurs pattes, j'ai envie de dire d'une manière ou d'une autre. On avait aussi une autre banque, c'est ça, c'est State Street Bank. Pareil, c'est, on va dire, dans le midfield, d'accord, au niveau des advances, m'inquiète pas plus que ça, ni plus ni moins, mais quand même, State Street va payer 7,5 millions de dollars pour régler les violations des sanctions contre la Russie par sa filiale, donc voilà, on voit quand même que... Bon, après, pour moi, j'ai rien contre le fait que les banques américaines, elle fasse des transactions avec la Russie, mais bref. Mais quand même, ok, là, il y a c'est que 7,5 millions, mais derrière, ça peut quand même faire plus mal à la banque en termes d'image et compagnie, et de plein de choses. Donc, il faut quand même la surveiller un minimum, parce que ça, du point de vue de l'État américain, c'est grave. Il y a un autre truc aussi qu'il faut dire, c'est que souvent, on voit JP Morgan, là, on dirait qu'ils ont beaucoup d'advance, d'accord, comme 37% et un gros montant. Pour être inquiet pour JP Morgan, mais il faut jamais être inquiet pour JP Morgan. En fait, JP Morgan, simplement, comme c'est écrit ici, blablabla,
Donc, que grosso modo, ils ont transféré tous les dépôts et tous les trucs de First Republic Bank à JP Morgan, d'accord? Donc JP Morgan a récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer sur la First Republic Bank. Donc souvent JP Morgan il récupère tout. Voilà, souvenez-vous de 2008, hein, de la Bear Stearns, hein, qui était la première banque qui avait coulé. Le rachat de la banque par JP Morgan s'est fait avec l'appui de la Fed, hein, qui accepta de financer l'opération, fournissant 29 milliards de dollars en échange d'une garantie de 30 milliards de dollars, voilà, en actions de Bear Stearns. Voilà, donc bon. Voilà, donc JP Morgan, il n'y a jamais besoin de s'inquiéter pour eux, surtout que voilà, là, on est à 21 000 millions de dollars, un truc comme ça, alors qu'avant, First Republic était à 28 millions de dollars, donc en plus, ils ont réduit le truc, enfin, je veux dire, voilà, on retrouve, quand on voit ça, faut pas s'inquiéter, simplement JP Morgan, forcément, ils sont dans le bilan parce qu'ils ont récupéré tout ce qu'il y a récupéré de First Republic Bank, mais voilà. Et ils sont aussi ici, alors celle-là c'était à Chicago, avant c'était Cincinnati, je crois. Bref, on s'en fout, c'était une autre FHL Bank. Et là, ils y sont aussi parce que... ouais, voilà, donc JP Morgan, là, pareil, ils ont récupéré One Mortgage, Parterre-Cop, blablabla, voilà. Donc c'est pour ça que là aussi, ils sont dedans, c'est parce qu'ils ont récupéré un autre truc d'une assurance. Hein. Ouais, First Republic Bank et JP Morgan, c'était à la FHLB de San Francisco. Et donc là, on a une autre banque qui est grave en difficulté pour moi, c'est la Flagstar Bank. Alors déjà, on voit qu'il y a un truc énorme en advance, d'accord? Surtout que ça a augmenté par l'année d'avant. Hein. On voyait que Citibank en avait beaucoup, mais ils ont baissé, hein, d'accord? Mais Flagstar, eh ben, ils ont quand même augmenté pas mal hein, le niveau de leur advance qu'ils avaient besoin. Donc ça c'est pas très encourageant, surtout qu'ils en avaient déjà beaucoup. Surtout que Flagstar c'est quand même pas n'importe qui au départ. Comme vous voyez, c'est Flagstar Bank rachète certains actifs de Signature Bank, hein, mais pas son activité crypto, hein, d'accord. Donc Flagstar Bank, qui était déjà en difficulté, s'est amusé à racheter des actifs de Signature Bank. Alors déjà, c'est pas ouf, hein. Et surtout, alors on pourrait dire oui, mais en fait, voilà, peut-être qu'ils ont pris des advances pour tout acheter, mais tout va bien. Oh bah non, pas trop, parce que là, on voit, hein, Boursorama, hein, Flagstar Bank, hein, filiale de New York Community Bank Corp, hein, vend ses services de prêt hypothécaire résidentiel pour 1,4 milliard de dollars. Donc, on voit bien que là, il se passe un problème. Alors c'est marrant que Boursorama hein, il fasse de la pub pour Rothschild, enfin ils sont en association. On sait que la Société Générale ne va pas super bien et elle s'associe à une monde de Rothschild. Hein, donc est-ce qu'on pourra voir la Société Générale rachetée un jour par Rothschild? Possible. C'est tout à fait possible. Et donc comme on a vu... Flagstar, c'est une filiale de la New York Community Bank. Et comment va la New York Community Bank hein Comme on le voit, non, c'était à 31 dollars. Le 29 janvier, c'était à 31 dollars. Et aujourd'hui, c'est à 9 dollars. Ça a chuté d'un coup. Donc, on voit bien que Flagstar, qui est la New York Community Bank Corp, et qui demande... beaucoup d'advance, ça va pas très bien. Et d'ailleurs, comme on le voit, hein, New York Community Bank, hein, c'était il y a 2 semaines, finalise la vente de 5,9 milliards de dollars de prêts à JP Morgan Chase, hein, JP Morgan qui récupère tout. Hein. Et donc, toujours pareil, la transaction d'environ 5,9 milliards de dollars de prêts hypothécaires en entrepôt à JP Morgan Chase. Et d'ailleurs,
comme on voit, hein. Cette vente marque un transfert important de prêts hypothécaires en entrepôt, qui sont des lignes de crédit à court terme accordées aux prêteurs hypothécaires pour financer des prêts. La conclusion de cette transaction représente une avancée notable dans le secteur bancaire, car ces prêts sont essentiels pour faciliter l'accès à la propriété en permettant aux prêteurs hypothécaires de financer leurs activités. Ça vous rappelle pas de la FHLB? Je dis ça, hein. Alors, comme on peut le voir, hein, JP Morgan va super bien, hein, comme on le voit. Donc, ce qu'on voit, hein, ce qu'on peut dire, c'est que Flagstar, hein, qui est une filiale de la New York Community Bank, hein, s'est amusée à racheter des actifs de Signature Bank, hein, dont elle n'était pas capable. Et la New York Community Bank, qui est complètement en déroute, hein. Comme on le voit, la New York Community Bank qui est complètement en déroute. Eh ben, elle a d'abord demandé à sa filiale de vendre ses services de prêt hypothécaire, hein, à Monsieur Cooper, hein. Et ensuite, eh ben, la grande filiale, hein, Bancorp, eh ben, ils ont vendu 5,9 milliards de dollars de prêts à JP Morgan Chase. Donc on voit bien là que c'est peut-être la banque avec Charles Schwab qui est peut-être le plus en difficulté, quoique Charles Schwab, ils sont en train de se rétablir, en tout cas ils essayent, mais on voit vraiment que New York Community Bank Corp est vraiment dans la mise, hein. Donc ça serait tout à fait possible que la prochaine banque qui coule, c'est la New York Community Bank. Et ben sur ce, moi les amis, hein, je pense que la vidéo est assez longue comme ça, on en a fini. Et bien sur ce, moi les amis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis ciao les complotards.